Donc, bienvenue avec nous pour ce webinaire sur la télépratique à l'épreuve du deuil. La télépratique a été un enjeu central pendant la période de pandémie. Donc, aujourd'hui, qui va être présenté par Dr Alexandre Moreno et avec ses co-présentatrices qui vont être avec nous. Il y a... Je vais prendre les notes pour ne pas me dire d'erreur, pour pas faire d'erreur. Alors, il y aura avec nous Madame Lynn Bellavance, qui est directrice de la Fondation Palami, et il y aura Julie Deslauriers, qui anime, entre autres, un groupe de soutien. Alors voilà, je vais laisser la parole. Alors ici, tout ce projet-là, bonjour. Alors voilà nos présentateurs. Il y a avec nous Andréane Parent, aussi, qui est une superviseure du projet. Alors, quelques mots rapides. Ce webinaire fait partie d'un projet plus global qui consiste à mettre en place une communauté de pratique sur le deuil. Donc, cette communauté de pratique va vous permettre d'accéder à d'autres webinaires. Il y en a qui en font déjà partie, il y en a qui n'en font pas partie. Donc, ceux qui ne font pas partie de cette communauté de pratique, je vais vous mettre le lien de vos webinaires d'inscription, vous pourrez vous inscrire. Autre point important pour l'attestation, je pourrais vous donner une attestation 15 minutes avant la fin de cet événement. Je mettrai l'attestation dans la conversation, vous pourrez la récupérer pour ceux qui veulent avoir une attestation de présence. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Andréane Parent, qui est avec nous, qui est une superviseure du projet. Donc, c'est un projet comme je vous ai expliqué, qui consiste à mettre en place une communauté de pratique sur le deuil, mais aussi qui va permettre de faire une petite recherche qui va permettre de donner lieu à un guide de pratique sur le deuil, comment améliorer l'intervention en contexte de deuil, et de permettre aussi de faire une recherche et de mettre en place des lignes directrices aux gestionnaires. Alors, Andréane va pouvoir se présenter. Bonjour, Andréane. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et bienvenue au deuxième webinaire sur la télépratique à l'épreuve du deuil. Donc, je ne répéterai pas ce que Salim vient de vous dire, mais juste vous dire rapidement qu'effectivement, les webinaires s'inscrivent plus largement dans la communauté de pratique qui met à la disposition des intervenants un ensemble d'outils, de webinaires, d'activités de formation et de partage de connaissances. Il s'inscrit plus large dans un partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CIUS du nord de l'île et un ensemble de co-chercheurs des différentes universités et organisations au Québec. On est à peu près à mi-chemin dans ce projet. On va tranquillement diffuser d'autres webinaires dans le courant de l'année, au cours des prochains mois, et éventuellement, comme Salim disait, également le kit de pratique, les lignes directrices et déployer un ensemble d'activités de collecte de données associées au projet de recherche qui vise à développer un programme d'intervention pour outiller les intervenants au niveau du deuil en intervention. Donc, bon visionnement. Alors, la conversation est arrêtée, les vidéos et les micros, mais vous pouvez réagir, vous pouvez mettre des pouces bon, il y a quand même les petites émoticônes pour réagir si vous voulez. Voilà. On vous souhaite un bon webinaire. Je vais passer la parole à Alexander ici, qui va pouvoir mieux présenter la conférence d'aujourd'hui. Alors, à toi la parole, Alexander. Merci beaucoup, Salim, et merci beaucoup à toute l'équipe de cette communauté de pratique pour cette invitation à vous partager cette réflexion et cette discussion qu'on va vous présenter, un projet même qu'on va vous présenter par rapport à la télépratique à l'épreuve du deuil. Et avant de commencer, le mot télépratique, ça commence à être de plus en plus connu. Je vais juste récupérer une définition de notre conseil multidisciplinaire du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Et on parle de télépratique quand on fait référence à une activité, à un service ou à un système lié à la santé ou aux services sociaux qui est pratiqué au Québec à distance au moyen des technologies de l'information et des communications, à des fins que ce soit éducatif, diagnostic, de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. Et ça ne comprend pas les consultations par téléphone.
mais tous les autres moyens technologiques s'appliquent à cette modalité. Alors, voici ce que je vais vous présenter ici, le plan de la discussion. Et je vais faire une courte présentation sur les interventions à distance sur le deuil. Et je vais faire un survol de quelques données probantes. Et vous allez voir, ce sont quand même des études pilotes, c'est-à-dire des études qui commencent à montrer l'efficacité de ce type d'intervention. Ensuite, on va passer aux échanges avec mes deux invités, Julie Delaurier et ensuite avec Lynn Bellavance. Et on va avoir aussi une période d'échange. Comme vous allez voir, je ne vais pas vous donner une conclusion, mais je veux que ça soit plus en mode co-construction. Alors, bienvenue à ce webinaire et cette discussion. Et on parle d'une problématique ici, et la problématique étant la suivante. Comment pourrions-nous assurer le suivi de deuil chez les personnes qui, en principe, peuvent se retrouver géographiquement dans une région éloignée? Donc, ça pose un défi en termes d'accès et qui n'ont pas accès aux services en raison des problèmes de mobilité, que ce soit à cause de la météo, que ce soit à cause d'une incapacité, d'une limitation physique. Et ça peut poser problème pour le déplacement, pour être en personne dans une séance où on veut travailler sur nos deuil. Et des gens qui sont occupés, qui ont un temps limité, qui ont d'autres responsabilités. On le sait déjà, il y a au Québec, et c'est un peu partout dans le monde la réalité, et les gens ont de la difficulté à avoir accès à un professionnel de la santé mentale. Alors, il y a comme d'autres modalités, d'autres types d'intervenants qui se rajoutent. Et il y a aussi les enjeux financiers, les gens, que ce soit des enjeux financiers pour le déplacement ou même pour se payer et un professionnel de la santé ou le service de santé mentale. Et bien sûr, il y a la pandémie par-dessus tout ça qui fait que beaucoup de personnes se trouvent confinées. Et ce n'est pas une surprise maintenant qu'on est en mode déconfinement. Et les gens, ce n'est pas parce qu'on est en mode déconfinement que les gens sortent tout de suite. Il y a des gens qui ont encore peur de sortir. Et si on prend l'ensemble de ces caractéristiques, on a un problème vraiment si on veut adresser ou répondre aux besoins des personnes qui vivent en deuil. Et voici un résumé des interventions, des alternatives qui s'ouvrent à nous. Et comme vous voyez ici, il y a des alternatives qui ont été décrites comme passives, des alternatives actives et des alternatives interactives. Donc, du point de vue des alternatives passives, et c'est plus la réception d'informations. Je rentre dans un site et là, je tape deuil et dans un moteur de recherche, je vais aller voir exactement de quoi il s'agit et je me retrouve avec des témoignages de personnes qui vont raconter un peu ce qu'ils ont vécu. Et du point de vue des alternatives actives, il y a des sites qui vont nous proposer des questionnaires d'auto-évaluation de symptômes. Alors, est-ce que ce que vous vivez est quelque chose de normal ou d'anormal? Et est-ce que le problème de sommeil que j'ai, est-ce que le fait que je vois parfois la personne décédée, des questions de ce type, la fréquence avec laquelle j'éprouve ce type de symptômes, etc., ça permet de voir si je suis dans un seuil normal ou pathologique. Et les instruments d'évaluation des besoins, effectivement, est-ce que j'ai vraiment besoin de consulter à ce stade-ci de mon deuil? Et quand on bascule vers les alternatives plus interactives, on parle plus de la télésanté, et c'est-à-dire l'utilisation de cette technologie plus pour être en interaction avec un professionnel ou un intervenant, et des stratégies de psychoéducation qui vont être plus ciblées à mes besoins. Et comme vous voyez ici, il y a une flèche où je parle du mode énergie et d'anonymat. Alors, les alternatives passives n'impliquent pas que la personne va se dévoiler. Et comme vous savez, le deuil est différent pour chaque personne. Si la personne n'est pas encore prête à faire une démarche présentielle, alors ces alternatives passives anonymes sont quand même, donnent quand même une première alternative, une première
façon de commencer à travailler sur son deuil. Et plus on bouge vers les alternatives actives et interactives, mais la personne a plus besoin de se dévoiler. La personne a plus besoin, ça prend plus d'énergie parce que c'est dans le sens de je dois aller chercher à l'intérieur de moi ce que je vis, je dois identifier mes besoins, travailler sur mes émotions, et ça vient avec un coût émotionnel. Et à la fin, si je suis dans un cadre de télésanté, effectivement, je dois m'identifier, je dois dire qui je suis et pourquoi je suis là. Et normalement, il y a un dossier clinique, etc. Je vais commencer par vous montrer les résultats de quelques études. Ici, c'est une étude sur les attitudes en lien avec les interventions en ligne pour le deuil. C'est une étude hollandaise et auprès de 206 femmes et 67 hommes endeuillés après avoir perdu un proche en lien avec un accident de la route. Et donc, ces endeuillés avaient la plupart d'entre eux avaient perdu un enfant ou un partenaire et le décès s'était produit il y a environ 4 ans, 4 à 5 ans. On va dire comme ça. Puis, voici ce qu'ils ont fait. Parmi les choses que les chercheurs ont fait ici, c'était de diviser le groupe en deux pour voir ceux qui ne reçoivent pas des interventions pour le deuil. Et on va séparer ceux qui n'en reçoivent pas, mais qui ne ressentent pas le besoin, et d'autres qui sont plus en noir ici. Ce sont les personnes qui disent, qui affirment qu'ils ont vraiment besoin de recevoir des interventions. Et voici les barrières qui sont documentées. Ben, si la personne dit je n'ai pas de problème émotionnel, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de consulter, c'est un peu normal. Mais vous voyez, et ici, ça ne va pas surprendre les intervenants. Il y en a qui disent quand même 23,5%. Les problèmes vont juste disparaître et ça va partir tout seul. On sait que ce n'est pas nécessairement le cas. Et ici, il y a parfois l'impression qu'il n'y a personne qui peut nous aider. Il y en a d'autres ici qui sont documentés, mais qui sont un peu moins importants. Mais juste pour vous laisser les résultats principaux, évidemment, s'il y a des gens qui veulent aller lire l'étude et comprendre un peu plus en profondeur. J'ai la référence ici et à la fin, je vais vous présenter une liste de références et pour ceux qui veulent connaître les études en profondeur. Alors, les résultats de cette étude nous ont montré que 35% des personnes ont déclaré avoir une attitude positive envers l'intention d'utiliser un accompagnement pour le deuil en ligne si elles ressentaient le besoin. 25% ont dit même que ça pourrait être un substitut au traitement en personne et 37% d'entre eux ont dit que ça pourrait être un supplément au traitement en personne. Donc, comme vous voyez, il y a quand même une attitude positive, il y a une ouverture à ce type d'intervention. Ensuite, je vais vous parler du programme SOPROXY, qui est un programme pour l'intervention conçu pour les personnes endeuillées par suicide. Et c'est un programme italien et il y a le site web qui est ici. Pour ceux qui comprennent l'italien, c'est vraiment intéressant d'aller voir ça. Et alors, c'est un site qui vous permet différents types d'informations en termes de prévention et qu'est-ce qui se passe après que la personne vit un suicide, avec des onglets comme « Je veux en savoir plus », bibliographie, comment aider les enfants, le coin des experts, et un blog sur le suicide et le deuil, les arts et la religiosité. Il y a une section avec des témoignages et un service de conseil par courriel, par téléphone, clavardage, ou même qui permet de parler directement avec la personne, ainsi qu'une section avec des tests auto-administrés. Il y a 2 volets. Il y a un volet, ce premier volet que je viens de vous décrire, c'était le volet soins, mais SOPROXY compte aussi un volet guérison. Donc, on passe par le volet soins toujours, mais ensuite, ça donne le choix de passer au volet guérison, et qui comprend la psychothérapie en 15 séances adaptées pour les personnes ayant vécu le suicide d'un proche. Alors, c'est un programme de psychothérapie à distance avec des groupes de soutien par clavardage qui se réunissent sur une base hebdomadaire au cours de 20 sessions. Et chaque session dure 60 minutes et avec un nombre limité de participants qui vont de 3 à 5.
il y a un modérateur du groupe et il y a un observateur qui participe aussi, qui peut être un psychologue junior qui s'intéresse évidemment au travail avec le deuil ou une personne endeuillée. Avant le début et après la fin du groupe, chaque participant a des rencontres individuelles qui peuvent être une ou deux. Ça permet probablement de mieux cibler, savoir si la personne est vraiment confortable avant d'embarquer dans une situation d'échange en groupe. Et ça donne aussi le choix de faire un volet en présence, retraite résidentielle de 2 jours avec la pleine conscience et l'autocompassion, qui sont les stratégies utilisées pour répondre aux besoins spécifiques. Alors, ils ont testé ce programme quand même 444 femmes et 95 hommes, et environ 40 ans en moyenne d'âge. Et les résultats ont montré que 70% des personnes qui ont eu accès à ce proxy ont choisi, se sont rendus à l'intervention en ligne, à la partie guérison. C'est quand même très important. Et 47% et 41,7% voulaient vraiment trouver de l'aide pour le traitement de leurs symptômes. Et 19% souhaitaient vraiment entrer en contact avec d'autres survivants du suicide et partager leurs expériences. Ici, c'est une étude en Norvège par Zoom auprès de 35 femmes, y compris des participantes ayant vécu ce qu'on appelle le deuil persistant. Et ça comprend des cours en ligne pendant 8 semaines sur l'écriture thérapeutique pour soutenir les parents endeuillés avec la mort subite de leur enfant. Et avec des séances hebdomadaires d'une durée de 3 heures par séance et avec 2 pauses. Et voici la structure de la séance. Normalement, ça commence avec 5 minutes sur la pleine conscience. Ensuite, il y a une vérification du journal où les participants écrivaient leurs sentiments avant de commencer, suivi d'une brève discussion plénière sur le thème de la séance. Et évidemment, si la personne n'était pas prête à partager à ce moment-là, mais on donne le choix. Quand la personne va se sentir prête à le faire, elle va le faire. Travail individuel sur les tâches d'écriture et, comme je vous disais, les partages des idées avec d'autres personnes en petits groupes. Donc, on divise la séance Zoom en petits groupes comme on le fait dans un cours universitaire normalement. Les gens vont écouter les témoignages des autres à partir de ce qu'ils ont écrit et après, les gens reviennent en grand groupe pour faire le partage. Et avec cette intervention d'écriture thérapeutique, et ce que les chercheurs disent, c'est que c'est une façon d'explorer et de faire une exploration de soi avant, pendant et après le deuil. Et c'est vraiment l'approche narrative qui est en arrière de tout ça et qui permet, à travers de l'écriture, de reconstruire le sens et où les gens vont intégrer la perte, vont même vivre un changement de leur identité après la mort de leur enfant et vont intégrer leur deuil dans la vie quotidienne. Alors, cette écriture thérapeutique en ligne peut être un outil pour promouvoir l'appartenance et le sens de communauté dont les parents endeuillés ont besoin pour assimiler les émotions difficiles et trouver un sens au-delà du traumatisme et de la mort d'un enfant. Et les résultats de cette étude montrent que ça pourrait être une intervention prometteuse en tant qu'intervention. Ensuite, je vais vous parler d'une autre intervention, cette fois-ci aux États-Unis. C'est une intervention virtuelle basée sur l'approche cognitive comportementale. Et l'objectif de cette étude était vraiment d'examiner la faisabilité, explorer si ça pourrait fonctionner, un protocole cognitif comportemental en ligne chez des personnes endeuillées et souffrant notamment d'insomnie. Et ils sont recrutés des participants de 65 ans environ, entre 55 et 84, donc 23 femmes et 7 hommes. Et le délai moyen entre le début de l'étude et la perte de l'être cher était de 3 ans, alors avec une fourchette entre 0 et 5 ans. Et voici comment elle fonctionne, cette intervention. Ça s'appelle l'intervention Shuti, c'est avec un logiciel Shuti. Et je vous présente ici le site si vous voulez aller voir exactement comment ça fonctionne. Et c'est une intervention qui fonctionne par module d'apprentissage et
ces 6 semaines avec un matériel interactif, des lectures et un journal de sommeil. Et ça implique de s'engager 3 heures par séance alors pendant les 6 semaines. Et voici ce que les chercheurs ont fait. Ils ont pris 2 groupes, un groupe avec l'intervention où ils avaient vraiment différents modules pour les 6 semaines et à travers la plateforme. Mais ils ont aussi pris un autre groupe qui s'appelle Contrôle et où ils ont donné seulement la psychoéducation par rapport aux habitudes de vie saine. Et ça implique pas une plateforme, mais juste aller sur un Dropbox et aller chercher les différents modules. Et donc, sur le sommeil, le deuil, les habitudes de vie, les bonnes habitudes de vie, finalement. Et ils ont comparé ça. Et voici ce que l'étude a montré. Les résultats ont montré une amélioration chez les 2 groupes par rapport à l'insomnie et la santé mentale. Donc, les 2 interventions étaient bonnes, finalement. Et au suivi, parce qu'ils sont suivis, comme vous voyez ça, il y a eu un suivi après un certain temps. Il me semble que c'était 3 mois. Et il n'y avait pas de différence, même au suivi par rapport à l'utilisation des médicaments pour le sommeil, parce que les gens ont un problème de sommeil, que ce soit par le deuil pour autre chose. Il y a des gens qui font appel à la pharmacothérapie, mais il n'y avait pas de différence pour les 2 groupes. Et alors, ils disent qu'un programme de thérapie cognitivo-comportementale en ligne peut être utilisé chez les endeuillés avec des problèmes de sommeil. Et donc, il n'y a pas de différence par rapport aux bons résultats des 2 groupes à court ou à long terme. Mais ils font une mise en garde dans le sens qu'ils rapportent que des interventions visant à traiter l'insomnie chez les endeuillés pourraient être mieux reçues par les participants si elles traitent simultanément le deuil et l'insomnie. Mais vraiment, on dirait qu'ils travaillent ici avec les endeuillés, mais la cible thérapeutique, c'était vraiment le sommeil. Et ici, vous avez comme toutes les références et ça va être distribué aux participants du groupe qui souhaitent l'avoir. Je vais passer à mes invités et avec les questions que je vais poser, vous allez voir que on est vraiment tout un groupe qui travaille ici avec la Fondation Paliami et Jacqueline Côté qui démarre avec nous un groupe virtuel qui travaille plus en thérapie de la Gestalt. Puis mon équipe d'interne est en psychologie clinique de la santé. Alors, je vais passer à Lynn pour commencer avec quelques questions. Je vais passer à Julie, pardon, pour lui poser quelques questions. Donc, Julie, vous avez fait appel au service de suivi de deuil dans le contexte d'un groupe virtuel. Pourriez-vous nous partager votre expérience, s'il vous plaît? Oui, bonjour. En fait, c'est mon médecin de famille qui m'avait recommandé de consulter, de faire appel à la maison du Diapason à Bromont. Moi, j'habite à Granby. Donc, c'est ça, j'ai rencontré la coordonnatrice. Au début, il y a comme une évaluation pour voir où en est la personne. Puis moi, ça faisait 2 mois que mon mari était décédé. Donc, j'ai été impressionnée par l'accueil de la maison du Diapason. En fait, on voulait que, mon mari voulait mourir là, mais ça n'a pas été possible parce que cet été, c'est à l'été 2020. Le Diapason est en rénovation, mais malgré cela, c'était possible de recevoir les services là, pour la communauté. Donc, quand j'ai rencontré la coordonnatrice, j'ai vraiment eu une grande écoute, je dirais, vraiment un accueil chaleureux. Puis, moi, dans mon milieu, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, donc c'est pas parce que je manquais de soutien, mais je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui comprendrait un peu plus une situation comme la mienne, là, dans un contexte de deuil. Donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience avec le deuil. Puis, en discutant avec elle, elle m'a fait comprendre aussi que c'était possiblement un deuil traumatique parce que c'est arrivé très rapidement le départ de mon mari parce que
la fin de la relâche 2020, il a commencé à avoir des douleurs dans le dos. Puis, c'est comme pendant un mois, on pensait même que c'était le début de la pandémie. Hein. Ça a commencé vraiment cette fin de semaine-là. Puis, on se disait, mais c'est peut-être comme une forme bizarre de la COVID. Il a passé un test de la COVID, finalement. Là. Mais non, c'était pas ça. Puis, à un moment donné, il s'est retrouvé même à devoir prendre des bains plusieurs fois par nuit pour se soulager. Donc, on voyait que c'était pas normal. Puis la progression de la maladie était très rapide. En avril, on a su que c'était un cancer du pancréas. Donc, il est décédé tout de suite en juillet 2020. C'est en 3 mois qu'on a su que c'était probablement ça. En 3 mois, il était déjà parti. Donc, ça a été vraiment un gros choc. C'était un athlète. Il faisait des ultramarathons Canadaman. Puis, il avait gagné le championnat canadien de rafting même. Je suis super fière de lui. Puis, il devait aller en Chine à l'été 2020, mais bon, il n'aura pas vécu ça. Puis, la coordonnatrice, c'est ça, elle a dit que je n'étais pas prête à intégrer un groupe tout de suite, selon ses critères. Là, fait qu'elle m'a rencontrée à toutes les semaines, 2 semaines, selon les besoins. Puis, c'est ça, au diapason même, avec le masque de distanciation. Puis en janvier, là, elle a dit, là, t'es prête. Donc, moi, j'avais hâte de faire partie d'un groupe parce que j'avais hâte d'entendre les histoires des autres. Donc, mais j'ai eu la déception parce que c'était pas possible. C'est là qu'on a su que c'était en ligne. Fait que j'ai quand même eu une déception. Puis au début, ça a été vraiment un ajustement, surtout pour le côté technique, je dirais, parce que début de pandémie, les gens n'étaient pas autant habitués que maintenant avec les rencontres en ligne, là, comme ça. Mais il y avait une personne qui était attitrée là, à aider, qui pouvait communiquer avec nous au téléphone. Les animatrices nous ont demandé de rester toujours devant l'écran. C'était pas à ce moment-là, c'était 2 nouvelles personnes, là, c'était pas la coordonnatrice. Puis aussi une chose quand même que je vois qui fait du sens, là, de ne pas avoir d'animaux pour pas rien qui va distraire, disons, le groupe, là, pour qu'on reste focusé, que ce soit dans un endroit discret pour pas que personne n'entende aussi les conversations et de rejoindre évidemment à l'avance le groupe pour régler les problèmes techniques. Mais malgré ça, c'est arrivé même qu'on débute une demi-heure en retard. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que finalement, on a oublié qu'on était en ligne. Ça a vraiment fait ça. Dès la première rencontre, il y a une intimité qui s'est créée dans le groupe. En tout cas, pour moi, le lien s'est fait tout de suite, dès la première rencontre. Puis, je pense que aussi, c'est peut-être dû parce qu'il y avait eu une bonne évaluation de la part de la coordonnatrice pour voir qui était prêt. Moi, avant, justement, de commencer le groupe, j'avais 3 douleurs là, à la poitrine qui partaient pas, là. C'était constant. J'avais des troubles de sommeil aussi, là. J'ai pris des produits naturels qui m'ont vraiment aidée. Mais c'est ça. Finalement, après 3 mois, ce qui est vraiment bizarre, c'est que la maladie a duré 3 mois. Puis après 3 mois, j'ai vécu une expérience que j'avais jamais vécue. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. En tout cas, Pierrette, la dame, me disait que ça s'appelait la grande braille. Là, c'est de pleurer là, fort. Là. C'est comme même une de mes filles était là, puis est venue me voir dans ma chambre, puis on a commencé à pleurer vraiment, vraiment fort. Là. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Puis étonnamment, tout de suite après, une des douleurs est partie. La douleur centrale. Fait que là, il me restait 2 douleurs, une d'anxiété au cœur, quelque chose que j'avais déjà vécu qui était là de temps à autre, puis une autre douleur qui a pris encore 1 an à partir. Mais moi, je suis convaincue que l'aide que j'ai eue, l'écoute, ça a tellement contribué, c'est incroyable comment ça m'a aidée, malgré, puis ça n'enlève rien à toutes les personnes qui m'entouraient, parce que en temps de pandémie,
on ne pouvait pas recevoir chez nous, mais j'allais marcher pratiquement tous les jours là, autour du lac avec des gens. Même des fois, je voyais des gens 2 fois par jour, des gens différents. Mais je savais comme instinctivement que c'est comme ça que j'allais m'en sortir, comme en parlant. Puis étant donné qu'il y avait tellement de personnes autour de moi, c'est que je pouvais répéter la même chose encore et encore. Puis ça fatiguait pas le monde parce que c'était eux autres, c'est la première fois qu'ils entendaient où est-ce que j'en étais rendue. Donc, de parler, c'est ça qui m'a vraiment aidée à aller mieux. Mais là, je ne sais pas si je suis encore dans votre question. Merci beaucoup, Madame Deslauriers. C'est vraiment, tout d'abord, mes plus sincères condoléances pour la disparition de votre mari. Et merci pour ce témoignage courageux, vraiment, que vous partagez avec nous. J'aimerais juste revenir un peu pour centrer un peu la discussion sur, d'après vous, quels étaient les avantages et les défis de cette expérience du suivi de deuil en ligne? Les avantages, c'est sûr que quand même, là, on était au mois de janvier, pas besoin de se déplacer, c'est quelque chose quand même qui peut être intéressant. Pour moi, c'était juste 20-25 minutes, j'aurais été prête à le faire, mais dans le groupe, il y avait quelques personnes âgées quand même, là. Puis, je pense que c'était bien de pouvoir le faire à partir de la maison. Et j'avoue que des fois, j'étais vraiment installée confortablement avec une couverture, puis c'est comme je me dorlotais un petit peu, là. Donc, ça j'ai apprécié ça. Il y avait peut-être moins de perte de temps, mais en même temps, ça aurait été bien d'avoir des discussions en dehors de la rencontre avec ces gens-là, là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Aussi, peut-être que les gens coupaient moins la parole qu'en personne, parce que peut-être qu'on aura le temps d'en parler un petit peu tantôt, mais après ça, moi, j'ai suivi la formation pour être moi-même animatrice, tellement ça m'avait aidée. C'est comme on me l'a offert avec une autre veuve dans mon entourage que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'amis de suivre le cours pour l'offrir dans notre milieu aussi à titre d'animatrice. Donc, le fait qu'il fallait lever la main pour parler, on dirait que les gens étaient plus respectueux peut-être du tour à chacun. Ça, c'était quand même agréable. Mais justement, excusez-moi, justement, vous savez, vu que vous avez vécu cette expérience, vous avez choisi d'offrir un groupe de suivi de deuil vous-même après tout le vécu que vous nous partagez. Et dans les minutes qui nous restent, qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes qui souhaitent animer ce type de groupe, puisque nous sommes dans une communauté de pratique? Oui, qu'est-ce que je recommanderais? Dans le fond, dans le sens, est-ce que vous pouvez juste me répéter la question? Oui. Quelle serait la recommandation que vous auriez pour les gens qui vont animer ce type de groupe? Parce que je sais qu'après cette présentation, il y a des gens qui partent avec des idées, OK, ça marche, moi je veux le faire, moi je suis prêt. Et on répond à un besoin, à cette problématique qui nous a présentée au début. Il faut qu'on se mette en action. Et comme vous savez déjà, comme vous décidez de le faire de votre côté, qu'est-ce que vous recommanderiez aux gens qui souhaitent commencer à partir en groupe moi, virtuel? Oui, c'est vraiment de se lancer, là. C'est comme de ne plus perdre de temps parce que les gens sont vraiment dans le besoin. Parce qu'en plus de la pandémie, je veux dire, il y a vraiment eu un sentiment d'isolation important. Donc, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent ressortir. Comme moi, dans mon groupe, on a débuté en présence dans mon propre groupe. Puis après ça, on a été obligé de tomber en présentiel. Donc là, ça a fait un peu comme l'effet contraire, qu'on avait une belle intimité, puis là, ça fait une distance. Mais le groupe a quand même persévéré. Puis là, maintenant qu'on est de retour en présence, mais il y en a une qui a décidé de rester quand même virtuellement parce que, à quelque part, l'écran, ça fait une protection parce que c'est tellement douloureux pour certaines personnes que d'avoir cette distance-là
comme ça peut être aidant. Puis, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que dans mon propre groupe, quand moi je l'ai fait, quand on s'était vu comme vers la fin des 12 rencontres, on avait eu la possibilité de se rencontrer à l'extérieur au diapason. Là, c'était bizarre aussi, tout à coup, de se voir en personne. Il y avait comme une vulnérabilité aussi qu'on a senti, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, on est revenu à l'aise. Mais c'est sûr que de passer à un à l'autre, c'est pas toujours évident, là, mais moi, c'est ça, je recommanderais vraiment là, de plonger puis de le faire parce que ça répond vraiment, vraiment à un besoin. Pour moi, ça fait une grosse différence. Puis maintenant, je peux vraiment dire que, ben, je veux dire, j'ai encore des hauts et des bas, là, tu sais, ça arrive encore d'avoir des grandes tristesses, mais c'est comme par vague, là, puis je sens qu'il y a vraiment eu un travail de deuil qui a été fait, puis si je peux dire, comme je reviens un peu à l'autre question, dans les désavantages, c'est qu'on envoie les feuilles d'avance en ligne, donc, tu sais, il faut dire à nos participants de ne pas trop lire qu'est-ce qui s'en vient, parce que comme ce qui est bien en personne, c'est d'avoir l'élément de surprise, on distribue une feuille. Donc, en ligne, il faut vraiment donner des directives claires là, pour pas que les gens aient tout lu d'avance puis qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Mais c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais ça répond parfaitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment de ce partage et de ce témoignage. Et vraiment, vous transformez votre deuil dans quelque chose de très positif, dans le sens que vous partez votre propre groupe et vous aidez d'autres personnes aussi. Merci beaucoup pour votre partage. Et maintenant, on va passer à Madame Lynn Bellavance. Madame Lynn Bellavance, qui est la directrice de la Fondation Pali-Ami. Et pour commencer, Madame Bellavance, quelle est la mission de la Fondation Pali-Ami et quels sont les services offerts? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Merci Julie aussi pour ton témoignage. Là, on s'était déjà jasé, c'est toujours très touchant. Et la mission de la Fondation Pali-Ami, dans le fond, on a une mission vraiment très nichée, très particulière, puisqu'on offre de l'accompagnement aux personnes en fin de vie et à leurs proches à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame. Donc, en regard des services qui sont offerts d'accompagnement, que ce soit de l'art-thérapie, musicothérapie, de l'écoute, on a une grande équipe de bénévoles qui sont présents là, sur le plancher, mais on a aussi des services de suivi de deuil, effectivement, pour accompagner là, les personnes, surtout la famille, après le décès d'un proche. Donc, ce qu'on a aussi, c'est que les habitudes ont été un peu chamboulées, évidemment, avec la pandémie parce que les services étaient offerts, soit des services de suivi de deuil en groupe, en personne, ou individuels aussi en personne. Mais la pandémie a chamboulé, évidemment, là, beaucoup de nos habitudes et les bénévoles de la Fondation qui sont vraiment formés à la maison Jean Montbourquette et qui ont de longues expériences là, en suivi de deuil ont dû se retourner là, vers le téléphone, donc pour poursuivre l'accompagnement. Et quand je suis arrivée en poste, il y a quelques mois, je me disais, mais là, il faut absolument travailler sur des services peut-être plus accessibles pour une plus grande population qui, comme le docteur Moreno le disait en début de rencontre, sont peut-être à mobilité réduite, n'ont peut-être pas de moyens de transport. Donc, pour rendre le service plus accessible aux gens. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur un groupe virtuel pour endeuiller là, en collaboration entre la Fondation et effectivement le service de psychologie de l'hôpital Notre-Dame. Merci, Madame Bellavance. Vous dites qu'avec la pandémie liée à la COVID-19, votre équipe de bénévoles a assuré un suivi individuel pour les endeuillés téléphonique. Et quelle était l'expérience des bénévoles qui ont fait ce type de suivi? L'expérience a été très, très bonne. C'est certain que la majorité des bénévoles étaient déjà habitués à faire du suivi de deuil en personne. Donc, l'adaptation au téléphone a été
a été une transition à faire, effectivement, là, mais ça s'est bien passé. L'objectif était de toujours être en mesure d'offrir les services aux personnes qui en avaient besoin. Donc, l'expérience a été bonne. C'est sûr que ça a été aussi peut-être plus facilitant pour les personnes en deuil. Comme le mentionnait Julie, des fois, c'est moins tentant de se déplacer. Ici, à l'hôpital, quand la personne a décédé à l'unité de soins palliatifs, des fois, les proches n'ont pas nécessairement envie de revenir sur les lieux. Fait qu'on a quand même trouvé certains avantages là, à travailler le suivi de deuil avec l'équipe de bénévoles et de faire l'accompagnement individualisé par téléphone. Par contre, ce qui a été moins agréable, c'est qu'on a dû arrêter les groupes de suivi de deuil, étant donné qu'il y avait beaucoup de restrictions là, au niveau là, des rencontres de groupe, la distanciation, etc. Donc, on n'avait pas les moyens nécessairement là, pour pouvoir poursuivre là, les activités de groupe en personne. Merci beaucoup. Et actuellement, vous collaborez avec notre service de psychologie clinique de la santé à l'hôpital Notre-Dame et vous faites la promotion pour un nouveau groupe de soutien virtuel pour les endeuillés qui va commencer très bientôt. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Je vais juste afficher les critères à l'écran. Bien, effectivement, l'idée était, comme je l'ai mentionné un petit peu au début, l'idée était de pouvoir élargir le champ d'action de ce service-là et de faire en sorte qu'on puisse l'offrir pas nécessairement juste aux personnes, aux proches qui ont vécu malheureusement une perte là, à l'unité de soins palliatifs ici à l'hôpital Notre-Dame, mais aussi à travers la province. Bon, je vois grand, là. Donc, à travers au moins l'île de Montréal, la province, on va voir si on peut atteindre des gens encore plus loin. Donc, on a travaillé à mettre sur pied là, un groupe de deuil de façon virtuelle pour faire en sorte que les personnes puissent avoir un soutien. Évidemment, on a des critères un peu comme Julie le mentionnait tout à l'heure, là, le deuil ne doit pas être trop récent non plus parce que c'est pas nécessairement facile là, de parler d'un deuil en groupe. On cherche aussi à accompagner là, les personnes avec des professionnels. Donc, évidemment, les animatrices de ce groupe-là ont de l'expérience. On parle de Jacqueline, qu'on a vu en photo tout à l'heure, qui a été formée à la Maison Bonbourquette, qui a fait effectivement beaucoup de suivi de deuil en groupe et individuel. Ça permet aussi aux gens d'échanger sur le deuil. Donc, on avait beaucoup un commentaire de personnes qui disent ben moi, j'aimerais ça pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même affaire que moi. Donc, qui sentent, ça l'amène un sentiment où leur douleur est mieux comprise. Beaucoup aussi là, dans une écoute et avec beaucoup de compassion. Évidemment, on demande aux gens d'avoir un minimum d'habileté au niveau des technologies numériques et d'avoir une connexion plutôt stable. On propose des rencontres de 2h15 environ pour 8 rencontres. Non, je compte des menteries. Pour 10 rencontres une fois par semaine. Donc, c'est un petit peu là, les critères là, pour participer au groupe, pardon. Mais on a aussi notre équipe pour les gens qui veulent participer ou si vous voulez proposer là, le service là, dans vos réseaux. Mon équipe de suivi de deuil bénévole vont recueillir les appels et évidemment, il va y avoir des rencontres téléphoniques une première fois pour valider les intérêts et où est-ce que la personne en est rendue dans son processus de deuil pour voir si effectivement un groupe de soutien virtuel pourrait convenir. À ce moment-là, quand ça va être fait, les animatrices qui est une interne, là, Fanny, une interne ici là, à l'hôpital avec sous la supervision du docteur Moreno et notre bénévole Jacqueline, vont aussi faire une rencontre individuelle pré-groupe
pour apprendre un petit peu à mieux connaître la personne, faire les liens, mettre en confiance avant de démarrer là, les groupes qui effectivement, là, on est en plein recrutement. Donc, on devrait avoir la chance de pouvoir démarrer ce premier groupe-là d'ici la fin du mois ou au plus tard, là, début avril. Là. Ce qui pourrait être vraiment, vraiment intéressant là, pour les personnes qui ont besoin là, de peut-être de partager là, leur peine avec ceux qui l'ont déjà vécu. Là. Merci beaucoup. Mais c'est un très beau projet. Alors, c'est un groupe francophone qui va commencer très bientôt. Et je comprends que vous avez déjà une lettre avec toute cette l'information de l'invitation que vous pouvez partager avec tous les participants. Oui, bien, tout à fait. On a commencé justement le recrutement, je dirais, là, de participants. Donc, on a fait une lettre d'invitation où est-ce qu'on retrouve un peu les critères pour participer. Évidemment, dans le courriel d'invitation qu'on envoie aux gens, on a quand même on émet quand même certaines réserves là, pour s'assurer là, que les personnes qui sont approchées pour faire partie là, du groupe de deuil ne soient pas là, dans un deuil chronique ou dans vraiment une douleur intense sinon, ça va être plus difficile de partager là, effectivement là, en groupe. Mais toute l'information est dans cette lettre-là. Et puis, on va avoir aussi quelqu'un qui va s'occuper de la technique. Donc, si on rencontre des problèmes techniques, on va pouvoir y pallier là, assez rapidement. Puis, c'est des rencontres Zoom. Donc, c'est une plateforme qui est assez conviviale. Les gens se sont habitués effectivement à travailler avec cette plateforme numérique. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est de pérenniser le service. Comme le docteur Molareno le disait, ça va être offert en français pour les groupes. Mais si on a plus de candidats potentiels là, pour participer, on est déjà en train de planifier l'ouverture d'un deuxième groupe qui pourrait aussi se former là, à travers notre recrutement actuel. Parfait. Alors, on va partager cette lettre, évidemment, avec l'équipe pour que Salim, probablement, puisse la distribuer à tout le monde. Mais ça clôt un peu la présentation. Mais on peut passer plutôt à la partie des questions des gens. Donc, merci Alexander pour cette présentation et merci à tes co-présentatrices. Merci à Madame Bellavance et à Madame Deslauriers et particulièrement à Julie Deslauriers pour vraiment ce témoignage poignant, très touchant. On est de tout cœur avec vous et bravo pour ce que vous entreprenez après cette épreuve. Alors, je pense que votre témoignage va beaucoup aider aussi à mieux comprendre les réalités. Vous avez comme décrit vraiment bien ce que vous avez vécu et ça va vraiment aider à mieux comprendre les processus de deuil et aussi à travers comment la télépratique aussi, en dehors même du contexte de pandémie, peut être utile comme peut être une transition pour les gens qui ne sont pas prêts. Ça peut être, comme vous disiez, l'écran peut aider à sortir. Peut-être après, on est chez nous, mais ça peut être comme aider à aller un peu plus loin et rencontrer des gens parce qu'au début, effectivement, on ne se sent pas à l'aise peut-être d'aller directement rejoindre des gens. Et Alexander aussi, c'est très intéressant de voir comment le contexte de pandémie a développé cette télépratique en contexte de deuil et qu'il y a des programmes qui se sont mis en place. Alors ça va être très pertinent pour notre guide, comme je disais Andréane, pour notre guide de pratique. Ça va être un volet qui va être très intéressant à inclure, ce volet télépratique en intervention en contexte de deuil. Alors, il y aura probablement un chapitre ou des éléments dessus qu'on pourra, peut-être tu pourras même valider ou quand on fera la partie sur ça. Vous aussi, vous serez invité à donner votre avis puis à compléter cette partie. Alors, c'est très intéressant. Alors, on arrive à 13h. Alors, pour conclure, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci. C'était très apprécié, très intéressant, très pertinent. Merci pour la préparation. Alexander, vraiment bien fait. Merci pour les témoignages encore. Andréane va dire un mot et on va quitter à l'heure. Alors, allez, à toi la parole, Andréane. Merci beaucoup. J'aimerais à mon tour remercier les présentateurs, particulièrement Mme Deslauriers pour son témoignage.
Le prochain webinaire qui aura lieu dans 2 semaines sera offert par Marie Soulière. Il va concerner davantage l'intervention auprès des personnes âgées et le deuil. Donc, ça suit bien la dernière question. Je vous invite à vous inscrire à la communauté de pratique. Le lien est dans le chat. Il y a beaucoup de questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu. Évidemment, au nombre qu'on est, c'est impossible, mais il y a un forum en ligne à travers la communauté de pratique qui est là justement pour répondre à ces questions-là. Donc, je vous invite à vous inscrire à la communauté et à participer au forum. L'attestation de présence est également sur le chat. Elle ne sera pas envoyée par courriel. Il faut la télécharger avant, la télécharger en fait c'est ça, la télécharger avant la fin du webinaire. Et c'est vraiment mon nom et au nom de mon collègue Edward Lee, avec qui je dirige ce projet, que je vous remercie pour votre participation. J'espère vous revoir au 3e webinaire ou dans une autre activité de la communauté de pratique et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup à tous.